Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info. Toute l'actualité de ce jeudi, invités, reportages, rencontres, infos pratiques et la météo de ces prochaines heures avec, vous le savez, ces fortes chaleurs annoncées en principauté. Le docteur Thomas Kilian nous rappellera dès le début de ce journal les bonnes précautions à prendre à tout âge pour prévenir les risques liés à cet épisode caniculaire. Aujourd'hui 12 août, c'est la journée internationale de la jeunesse. Et vous ? Comment vous voyez-vous en 2021, en plein cœur de cette crise sanitaire? Nous sommes allés à la rencontre d'une génération qui apprend à vivre aujourd'hui avec la pandémie. Perséide, Grand Ours, Vénus, Saturne, Météore, pendant 2 grandes nuits, ne manquait rien de cette pluie d'étoiles filantes qui va croiser la route de notre planète Terre avec ses incomparables explosions de lumière. Où se positionner? Que regarder? Comment apprécier cet incontournable spectacle sous la voûte céleste? La responsable de l'association Parsec à l'Astrorama de la Trinité, Sophie Berger, nous livrera sa piste aux étoiles dans un instant. Enfin, nous reviendrons sur la disparition du maestro Gianluigi Gelmetti, ancien directeur de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, qui nous a quittés à l'âge de 75 ans. Nous évoquerons sa carrière avec José Sacré. Ce sera juste avant votre météo du jour, en compagnie de Julia Vial et ses températures d'été au plus haut, vous le savez. Aussi ce soir, il nous a semblé important de débuter notre journal par quelques conseils de rigueur en matière de gestion des effets de la chaleur. Notre invité, le médecin généraliste Thomas Kilian. Bonsoir à vous, docteur. Bonsoir Christophe. Merci de nous rejoindre. C'est vrai qu'il fait très chaud, on avait presque perdu l'habitude pour pas mal de touristes. Mais ça y est, sur Monaco, il faisait chaud déjà depuis un petit moment. Mais là, il faut quand même se protéger, faire très attention. Le premier conseil qu'on peut donner? Avant tout, je pense de ne pas se surexposer. Vous l'avez dit, il fait chaud, très chaud. Donc n'aggravons pas la situation, on ne rappellera jamais assez, ne pas sortir pendant les heures les plus chaudes de la logique, entre 11h et 16h. C'est le moment où le soleil est à son apogée. Donc c'est le moment de faire plutôt des activités en intérieur. Privilégier plutôt la plage en fin de journée. Faire plutôt ses courses le matin. Si on est sportif, maintenir bien sûr son activité physique, plus que jamais, mais plutôt également en fin de journée quand l'air va être un peu plus frais, puisque l'activité physique, le travail musculaire va augmenter la température corporelle. C'est-à-dire pas avant 17h pour faire du sport, par exemple, même pour sortir simplement pour faire ses courses? Tout à fait. Alors bien sûr, des petits trajets sont tout à fait possibles, mais même la marche en ces fortes chaleurs va être responsable d'une augmentation de la température corporelle et donc d'un risque de déshydratation, de coup de chaud. Et si je sors, si je suis obligé de sortir, docteur, je mets quoi? Je mets un peu de crème solaire quand même si mon corps est exposé, si j'ai pas assez de vêtements. Et je mets quoi? Un petit chapeau quand même, un panama? Alors bien sûr, il y a énormément de manières de se prémunir et de se protéger du soleil. Donc un chapeau, une casquette, ça en fonction de vos goûts et de vos préférences, mais surtout des vêtements clairs, des vêtements amples, légers, qui vont permettre une circulation de l'air, parce que l'air sur le corps et sur la peau va être un bon moyen d'éliminer la chaleur. Des chaussures ouvertes, surtout chez les enfants, ne pas couvrir les enfants pendant la sieste aussi, ça c'est important. Et puis la crème solaire, inévitable, mais qui va être plus pour la prévention des coups de soleil et puis la prévention des futurs cancers éventuellement à l'âge adulte. Donc vraiment tartiner toute la famille, c'est vraiment indispensable. Parce qu'on néglige souvent cette forme de cancer, qui est le cancer de la peau. Il ne faut pas l'oublier. On en parle. Surtout dans nos régions. Oui, surtout dans nos régions, effectivement. Qu'on soit jeune, qu'on soit plus âgé, il y a quand même quand on est peut-être dans les adolescents ou peut-être même avant, dans les plus jeunes encore, il faut se prémunir comme les personnes âgées, il faut vraiment respecter ces moments-là. Oui, bien sûr. Alors les besoins du corps humain sont très différents. Donc chez un adulte, l'eau représente 60% du corps, donc c'est quasiment 2/3. Donc cette eau va devoir être renouvelée. Donc on dit qu'un bébé d'1 an doit consommer à peu près 1 litre d'eau. Entre 2 et 6 ans, on est à peu près 1,5 litre. Et chez l'adolescent, à partir de 12-13 ans, on est très proche en fait des recommandations de l'adulte, c'est-à-dire 2 litres, 2,5 litres. Donc dans ces 2,5 litres, on a entre 1,5 litre et 2 litres qui doivent être apportés par l'hydratation et l'eau, mais il y a quasiment un quart qui est apporté par l'alimentation. Souvent l'été, avec les fortes chaleurs, l'appétit diminue, donc il faut vraiment insister sur le fait de faire 3 vrais repas et bien sûr de favoriser plutôt, tant qu'à faire, des aliments riches en eau. Donc on peut citer la pastèque, le melon, la fraise, le concombre, les tomates. Pourquoi pas même faire des soupes froides le soir, le gazpacho serait une bonne idée. Les smoothies pour les enfants qui peuvent remplacer les goûters habituels. C'est une manière de s'hydrater différemment mais intelligemment. Ne pas oublier la climatisation aussi, faire attention avec la clim, ne pas la monter au plus froid à chaque fois. Il faut qu'elle soit à peu près 22, 23, 24 degrés, quand il fait plus de 30 degrés comme en ce moment.
Tout à fait, ne pas créer des chocs thermiques trop importants, sinon on va affaiblir aussi notre organisme et s'exposer à d'autres problèmes qui pourraient être des problèmes infectieux. Donc éviter de l'avoir en direct. Dans les voitures, très souvent, le problème c'est qu'on a la ventilation sur le cou, sur le visage, c'est le meilleur moyen de tomber malade. Donc la tempérer. Mais vous disiez, oui, entre 22 et 24, ça me semble très raisonné. Vous parlez de choc thermique, j'aimerais parler peut-être pour conclure d'un sport qu'on adore hein, et d'une passion qu'on aime, c'est la natation par exemple. Est-ce qu'il faut faire attention à l'hydrocution? Est-ce que quand on a bien mangé le midi, est-ce qu'il y a toujours ce décalage? Il faut quoi, une heure et demie avant de se baigner, surtout par ces fortes chaleurs? C'est une idée reçue qu'on entend encore beaucoup. Hein. Donc pendant longtemps, on disait qu'il fallait attendre entre 2 et 3 heures après manger pour aller se baigner. En réalité, beaucoup d'études ont montré que finalement, c'est un principe erroné. La digestion augmente certes la température corporelle, donc le fait de manger va augmenter la température du corps, mais en réalité très peu et pas suffisamment d'après toutes les données scientifiques pour augmenter le risque de choc thermique et d'hydrocution. Malgré tout, le risque d'hydrocution existe, donc on se rend compte que c'est finalement le fait d'être exposé pendant la période entre midi et 2 où les températures sont les plus élevées qui va augmenter notre température et qui peut poser le problème de choc thermique. Donc il faut bien évidemment rentrer progressivement dans l'eau, se mouiller l'ensemble du corps et surtout pas se jeter trop rapidement dans une eau fraîche qui pourrait être responsable de malaise. L'alcool également, qui peut augmenter bien sûr le risque de malaise et de noyade et qu'il faut bien évidemment essayer de limiter un maximum pendant les repas avant d'aller se baigner. Mais donc on peut aller se baigner après avoir mangé en respectant bien sûr les règles d'usage avant de rentrer dans l'eau. Deux questions, je peux me permettre d'actualité pour conclure, Dr Kylian, ce soir sur Monaco Info dans notre journal. C'est important. Aujourd'hui, si demain je dois aller me faire vacciner, il fait très chaud, je repousse mon rendez-vous où il n'y a aucun risque d'être un peu plus fatigué ou de mal recevoir ce vaccin du moment? À partir du moment où l'hydratation est correcte, où l'état général est conservé, il n'y a pas de recommandation pour décaler une vaccination par rapport aux fortes chaleurs. Bien évidemment, on évitera dans les 24-48 heures d'aller s'exposer de manière prolongée au soleil, mais c'est de toute façon les recommandations après une vaccination pendant 24-48 heures de rester un petit peu plus tranquille. Et puis comment porter un masque par ces fortes chaleurs quand on porte déjà des lunettes de soleil, une casquette et qu'il fait très chaud? Pour beaucoup, c'est insupportable. Mais comment faire pour le conserver tout le temps alors qu'on sait qu'il est obligatoire? Alors en réalité, le fait de porter le masque n'augmenterait pas la température corporelle interne. Alors comment faire? Bien évidemment, porter son masque plus que jamais. Hein, malheureusement, avec les recrudescences pandémiques actuelles, il ne faut vraiment pas baisser nos efforts et rester vraiment extrêmement prudent et protégé. Hein. Mais on peut humidifier d'autres zones de notre visage, notre front, notre nuque pour contrebalancer ce ressenti. Si on doit porter le masque de manière prolongée et faire un petit effort physique, rien que de la marche, on va essayer de respirer plutôt avec le nez qu'avec la bouche, ce qui permettra d'éliminer moins d'air humide et d'air chaud. Choisir plutôt des masques clairs, choisir des masques plutôt légers, donc bien sûr conformes aux normes actuelles, mais dans des matériaux plutôt plus légers pour l'été. Et je rappelle qu'un masque qui serait humide, mouillé, perd de son efficacité. Donc il est très important d'avoir plusieurs masques avec soi et à partir du moment où il a été mouillé ou souillé, de le jeter, de le changer pour bien sûr se prémunir de la Covid-19 et de la réalité de cette pandémie qui est toujours présente malheureusement. Changez de masque, sortez masqué bien évidemment. Merci pour cette téléconsultation, on est à la mode, on est dans notre esprit, dans l'esprit du temps aujourd'hui, Dr Kylian, pour cette consultation ce soir sur Monaco Info, qui était ô combien importante dans cette période de forte chaleur. Faites attention à vous, protégez-vous, ne l'oubliez jamais. Merci Dr Kylian d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous pour votre invitation. Et comme tous les soirs, voici votre point info, le tour complet de l'actualité en principauté. Avec vous, Julia Vial, et on débute par cette vente caritative demain à Fontvieille. Julia, bonsoir. Bonsoir Christophe, bonsoir à toutes et à tous. Ce vendredi 13 août de 10h30 à 13h, l'association Les Anges Gardiens de Monaco organise une vente caritative de Panama. Elle aura lieu devant le Décathlon Fontvieille en présence de leur ambassadrice Victoria Silvested. Le mannequin aux multiples casquettes dédicacera des Panama rouges et blancs aux couleurs de la principauté. Les fonds récoltés serviront à aider de nombreuses personnes vivant dans la pauvreté, Christophe. Football, 2 jours après la très belle qualification de l'AS Monaco pour les barrages de la Ligue des Champions, nos footballeurs retrouvent le championnat ce week-end face à Lorient. La rencontre aura lieu dans le fief des Merlus et débutera à 21h. Avec chacun un match nul au compteur, les deux clubs vont chercher à véritablement lancer leur saison. C'est dans ce contexte que Niko Kovac s'est présenté face à la presse en fin de matinée. Il a notamment parlé de l'enchaînement des matchs durant ce mois d'août.
I like to play every 3 days, so if you are successful, you continue. If you have a defeat, 3 days later you can delete this defeat. So this is football, this is what we like. We like to travel, we like to play in good stadiums against good opponents. Yeah, you cannot get everything. So now we have Europe, hopefully we have the Champions League, and then I accept that we are not able to train so much as last season. Cette conférence de presse était aussi l'occasion de faire un point sur leur adversaire, Lorient, une équipe qui joue regroupée. I think there are a lot of teams here in Ligue 1 which will play 5 in the back. We are facing this much more, and we are trying to find the right balance, the right solutions to give the players much more impact, how to break these walls, these defensive blocks. Le milieu de terrain monégasque Youssouf Fofana, auteur d'une superbe prestation face à Prague, s'est également présenté face aux journalistes. Selon lui, c'est la saison de la confirmation pour tout le groupe monégasque. Si les équipes nous attendent, c'est une bonne chose. C'est bien, je dirais. C'est qu'on est redouté, qu'on est revenu à l'ancien AS Monaco. Et ouais, le coach nous demande de travailler individuellement sur certains aspects. C'est ce qu'on essaye de faire. Mais après, c'est le début. Ça ne va pas prendre tout de suite. On va encore patienter. Ça va mettre du temps, mais le résultat, il sera beau. Ouais. Et un bel anniversaire au sein du groupe monégasque. Oui, Christophe, n'oublions pas de souhaiter un très bel anniversaire à Wissam Ben Yedder. L'attaquant souffle sa 31e bougie. Promu capitaine pour la saison 2020-2021, il est arrivé sur le Rocher le 14 août 2019 pour une durée de 5 ans. Wissam Ben Yedder n'a cessé depuis de faire ses preuves. Il finit même à l'issue de la saison 2019-2020 co-meilleur buteur du championnat de France avec 18 réalisations. Enfin, l'ultime Grand Prix de la saison en Formula E, c'est ce week-end et c'est à Berlin. L'heure du dénouement du championnat du monde de Formula E approche. Après 13 manches disputées qui n'ont pas suffi pour qu'un prétendant au titre se distingue, place à l'ultime chapitre de cette saison 2021 avec la 14e et la 15e manche à Berlin. Elles vont d'ailleurs offrir une lutte intense pour le titre puisque seulement 15 points séparent les 5 premiers pilotes du classement. Norman Nato, originaire de la Côte d'Azur, fera partie de ceux qui vont s'élancer demain sur la ligne de départ, Christophe. Merci Julia. Ce jeudi 12 août, c'est la journée internationale de la jeunesse qui permet depuis 20 ans d'attirer l'attention à travers le monde sur les problèmes inhérents à cette génération et de célébrer cette année également le potentiel de tous ces jeunes pour faire face à l'incertitude qui plane en cette période de pandémie. Serge Prémond et Yannick de Bever sont allés ce midi à votre rencontre. Sentiment. Être jeune en 2021, c'est profiter de la vie. On peut être insouciant, on dirait. Puis voilà. C'est s'amuser, profiter et puis pas se prendre la tête, je pense. Tout ce qui est avec le Covid, tout ça, il faut s'adapter et faire ce qu'on peut. C'est un peu perdre des années de jeunesse qui ne pourront pas être rattrapées. Quand on a vécu une crise aussi incroyable, tu te sors de chez toi et tu te dis punaise, la vache, le monde est à moi, j'aimerais bien faire des choses que j'aime. Personnellement, je vis bien. J'ai mon petit stage, mon petit travail, tout va bien. Enfin voilà, j'aime la vie. La crise du Covid nous a redonné une perspective différente sur la vie. Je pense qu'on s'en souviendra comme un point de changement, un point de rupture. Peut-être que ça m'a donné une envie d'être un peu plus positif. Moi je comprends pas que ça aille pas, moi je trouve que ça va. Il fait beau, il y a du soleil, donc c'est bon. Un peu plus près des étoiles ce soir, notre invitée, voici Sophie Berger. Bonsoir à vous. Bonsoir. Ravi de vous retrouver sur Monaco Info pour une nuit particulière, la Nuit des Étoiles. Vous êtes la directrice, la responsable de l'association Parsec. Vous êtes tout là-haut, à l'Astrorama de la Trinité, pour préparer une nuit magique à partir de 22h, c'est bien cela? C'est ça, alors la soirée démarre à 19h, mais la nuit elle sera là vers 22h. Oui. Cette nuit des Perséides, on explique un peu ce que c'est. Et ce que sont ces étoiles filantes finalement? Ce qu'on appelle les Perséides, c'est un essaim d'étoiles filantes qu'on retrouve tous les ans à la même période. Là, c'était en gros fin juillet à fin août. Cette année, c'est du 17 juillet au 24 août. Et ce sont des poussières d'une comète qui s'appelle la comète Swift-Tuttle, qui recroise l'orbite de la Terre une fois par an. Toutes ces poussières d'étoiles brûlent dans notre atmosphère et c'est ça qui donne les étoiles filantes. On appelle ça les Perséides parce que leur point d'origine est situé au niveau de la constellation de Persée. Donc c'est pour ça que ça s'appelle les Perséides. Et d'une manière générale, les essaims d'étoiles filantes ont toujours le nom de la constellation
constellations dont elles semblent provenir. Vous avez les Géminides, les Léonides et donc les Perséides. Ce soir, vous nous garantissez qu'on va quand même voir une petite étoile filante et qu'on va pouvoir faire un vœu pour le reste de l'année ou de la saison? Alors on est ce soir et demain soir sur vraiment le pic de l'essaim des Perséides. Donc c'est la nuit où on en verra le plus normalement. Alors il faut s'orienter vers le nord-est et puis petit à petit Persée va monter vers le zénith. Donc elles seront de plus en plus visibles normalement au fur et à mesure de l'avancée de la nuit. Évidemment, on serait trop conseillé de se trouver un endroit sans pollution lumineuse, évidemment, et puis d'éviter d'allumer tout le temps les téléphones portables, par exemple. Donc il faut que votre œil s'habitue au noir quand même. Il faut bien 10 minutes pour que l'œil s'habitue au noir. Et donc ce soir, voilà, évidemment, il y aura les Perséides, mais après, il n'y a pas que ça. En ce moment, on a la chance d'avoir quelques planètes aussi qui sont visibles. Alors à l'œil nu, on voit juste un point lumineux, évidemment, à la tombée du jour, pas loin juste après le coucher du soleil. Dans la direction du coucher, vous aurez Vénus, celle qu'on appelle communément l'étoile du Berger. D'accord. Elle est petite, on la voit peu aux instruments, mais on voit quand même un rond. En direction du sud-est, vous avez Saturne en ce moment. Au sud-est, vous avez Jupiter. Jupiter, on peut difficilement la louper, c'est vraiment ce qu'il y a de plus lumineux dans le ciel au sud-est. On voit beaucoup de choses dans le ciel, on voit aussi beaucoup de reflets. C'est peut-être la chose qui nous fâche le plus aujourd'hui, c'est qu'on parle beaucoup de reflets de satellites. J'ai entendu certains chercheurs qui veulent légiférer et dire « Stop ces satellites, il faut faire différemment parce qu'on ne pourra plus jamais rien voir bientôt ». Les satellites sont surtout gênants en fait au début de la nuit. Et ce qui peut être gênant aussi, c'est que souvent les satellites, quand ils ne sont plus utilisés, ils sont un peu décalés de leur orbite et puis ça fait un anneau de pollution quelque part autour de notre planète. Donc on peut s'interroger effectivement sur la pertinence que chaque pays envoie tous ses satellites pour avoir sa constellation de satellites. Mais voilà, c'est un autre débat. En tout cas, à l'heure actuelle, ce n'est pas gênant quand même pour regarder le ciel. Là, en ce moment, par exemple, on a ce qu'on appelle les 3 belles d'été, qui sont très visibles au zénith. C'est 3 étoiles très brillantes qui forment un triangle, celles qu'on appelle les 3 belles d'été. En même temps que les gens vont regarder les étoiles filantes, vous pouvez essayer de repérer ce grand triangle dans le ciel. Oui, on essaie toujours de retrouver ces petites figures comme la grande ours, la petite ours, et se faire guider par l'étoile du Berger, bien sûr. Alors l'étoile du Berger ne vous guidera pas parce que c'est Vénus et on la voit vraiment juste au coucher du soleil et au lever du soleil. Comme elle est plus proche du soleil que nous, forcément elle est en général en direction du soleil, mais après elle disparaît. Celle que vous me dites, vous parlez plus de l'étoile polaire, qui est l'étoile qui est dans l'axe du pôle Nord par rapport à la planète et qui permet de repérer le Nord. Et tout le ciel semble tourner autour de cet axe, autour de cette étoile polaire, qui fait partie de la constellation de la Petite Ourse. Et dites-moi, Sophie Berger, pour conclure peut-être, est-ce que je peux apercevoir, grâce à vous, à l'Astrorama, avec une belle jumelle, une grande longue vue, est-ce que je peux voir Thomas Pesquet dans l'ISS? Alors le voir, non, quand même pas. Par contre, l'ISS, oui, on la voit passer régulièrement. Régulièrement. On voit, mais ça fait un point lumineux qui passe dans le ciel. On a envie de vous rejoindre, Sophie Berger, ce soir et demain soir pour cette nuit assez magique, cette grande nuit des étoiles, qui va être magique, j'en suis sûr, partout dans le monde, et spécialement au-dessus de Monaco. Ce soir, évidemment, à l'Astrorama, et demain soir, vous l'avez dit, pour 2 nuits formidables, 2 grandes nuits sous les étoiles. Merci à vous, Sophie Berger. Au plaisir de vous retrouver sur Monaco Info. Merci, bonne soirée. Cette semaine, sur Monaco Info, nous vous avons présenté l'agenda des premières reprises, des premières rentrées du sport amateur. On vous retrouve, Julia, et vous nous dévoilez ce soir le programme pour la danse sportive. Top départ pour les petits danseurs. À partir du 20 septembre, vous pourrez inscrire vos enfants dès leurs 7 ans, et ce, peu importe leur niveau. Pour rappel, cette danse est une discipline aussi bien sportive qu'artistique. Elle est mixte et se danse en couple. Beaucoup de frères et sœurs s'inscrivent d'ailleurs ensemble. Les cours seront donnés les dimanches après-midi au gymnase du collège Charles III, les mercredis après-midi à Beau Soleil, ainsi que les jeudis en fin de journée à la salle d'expression de la ZAC Saint-Antoine. Et si, comme moi, vous avez quelques petits soucis de rythme, de coordination dans l'espace, pourquoi ne pas s'essayer tous ensemble à l'improvisation? En août, il y aura encore 3 sessions de stage d'improvisation proposées par le Théâtre des Muses. Elles auront lieu du lundi 16 août au vendredi 3 septembre pour les enfants et les adolescents. Grâce à de nombreux exercices ludiques et drôles, les jeunes pourront apprendre à réagir dans l'instant. Toutes ces scènes donneront lieu à une présentation de fin de stage pour la famille et pour les amis. Alors si vous êtes intéressé, rendez-vous sur le site internet suivant théâtredesmuses.com.
Merci beaucoup, Julia. On vous retrouve pour les prévisions météo dans un très court instant. On vous l'annonçait dès hier soir sur Monaco Info, la disparition du grand chef d'orchestre Gianluigi Gelmetti, directeur artistique et musical de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et chef honoraire. Pour lui rendre hommage ce soir, on va évoquer avec vous, José Sacré, la carrière du maestro. Né à Rome le 11 septembre 1945, Gianluigi Gelmetti a eu la chance de diriger un orchestre pour la première fois à l'âge de 16 ans grâce à son professeur, le grand chef d'orchestre Sergiu Celibidache. Mais c'est avec la Philharmonie de Berlin que le maestro Gelmetti a fait ses débuts professionnels avant de se lancer dans une brillante carrière internationale. Il a dirigé les plus grands orchestres européens et à Monaco a été nommé directeur artistique et musical de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo au début des années 90. En 2012, Son Altesse Royale, la princesse de Hanovre, présidente de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, lui confie la direction artistique et musicale de la Phalange monégasque jusqu'à la fin 2016, avant d'être nommé chef honoraire et d'être fait citoyen monégasque par le prince souverain. Véritable amoureux de la musique et fier de son orchestre, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, le maestro Gelmetti a souhaité l'emmener en tournée dans de nombreux pays, en Chine notamment, mais aussi dans de prestigieux festivals comme le Festival Ionesco à Bucarest. C'est un des festivals les plus importants du monde. Vous avez vu quel est le niveau de tous les orchestres. Ce soir, il y a Wien, avant-hier, il y avait Berlin, il y a tous les plus grands orchestres du monde sont là, donc c'est un concert très important. Ils nous ont invités tout simplement. Ça veut dire que la réputation de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo monte toujours. À Monaco, Gianluigi Gelmetti est le chef d'orchestre qui a le plus souvent dirigé les concerts dans la cour d'honneur du Palais Princier. À la salle Garnier, où il a souvent dirigé des opéras de Verdi ou de Rossini, Gianluigi Gelmetti a souhaité rendre hommage au poète et musicien monégasque Léo Ferré, en présence de leurs Altesses Sérénissimes le Prince et la Princesse de Monaco, et de Son Altesse Royale la Princesse Caroline. Engagement, c'est ça, comme je dis, c'est les racines. C'est-à-dire, nous on parle maintenant, le prestige c'est en haut, c'est comme cette building. Mais plus on va haut, plus il faut que les racines soient bien plantées. Et nos racines sont à Monaco. C'est dans la principauté, c'est à Monte-Carlo. Et ça, il faut le comprendre bien. On ne peut pas exister seulement sans racines. Donner des émotions, donner à la gens l'occasion de se poser des problèmes, de parler, de se confronter à soi-même avec Dieu, et finalement ressentir l'appréciation. Moi, je sens beaucoup la responsabilité de quelqu'un qui a quitté la maison, est venu chez nous, s'est préparé au concert, il a participé au concert. Donc savoir que notre travail, mon travail est reconnu dans le sens étymologique du mot, pas seulement reconnu, donc ça me fait évidemment, c'est le bout de notre vie. Vous savez, on ne fait pas la musique seulement pour soi-même. Merci à vous, José Sacré. Vos prévisions météo à présent, et après une journée contrastée pour le moins ce jeudi, on va regarder avec vous, Julia, la tendance pour ces prochaines heures. Vous en avez largement parlé dans ce journal, Christophe. La canicule est belle et bien présente. Ce vendredi 13 août, il fera chaud, très chaud même, puisque les températures seront comprises entre 27 et 33 degrés. Le soleil sera également au rendez-vous. Le 13 août, on célèbre la Saint Hippolyte. Ce prénom d'origine grecque signifie celui qui dompte les chevaux. À demain, Julia. Et comme tous les soirs, comme le veut la tradition, on termine avec les instantanés du jour. Photo signée ce jeudi, Mickaël Alési lors du montage du village du Mondial du Théâtre. Merci de nous être fidèles. Je vous donne rendez-vous demain, 19h, pour une nouvelle édition de votre journal. Plus que jamais, vous êtes bien sur Monaco Info.